Donc, il s'agit formellement d'une conférence de presse. Il y aura tout à l'heure une déclaration liminaire du directeur de campagne ou du coordinateur général de campagne. Et à la fin, on va recevoir juste quelques questions. Il serait bien pour les journalistes qui ont prévu d'enregistrer la déclaration de le faire, parce que copie ne sera pas distribuée tout de suite. Mais puisqu'au niveau de la cellule, nous avons les mails et les numéros WhatsApp de tous ceux qui sont ici, vous devez recevoir dans les prochaines minutes ou dans les prochaines heures copie de la déclaration, ainsi que d'autres précisions, notamment sur les chiffres éventuellement. Il serait bien qu'on mette les portables sous silence, ou plutôt sous silence. Puis voilà, donc il y aura la déclaration faite par Philbert Tissot, et après il y aura quelques questions. On va prendre au maximum une dizaine de questions. Merci. Bonsoir, messieurs les journalistes. Nous allons vous présenter l'exposé liminaire. Merci d'être venus. Le scrutin présidentiel de ce 22 février 2020 a été marqué par un engouement sans précédent. Les populations togolaises se sont mobilisées massivement, répondant ainsi à l'appel de Monseigneur Philippe Fanoko-Kodro, archevêque émérite de Lomé. On note une nette amélioration du taux de participation, aussi bien à Lomé, la capitale, qu'à l'intérieur du pays. Le candidat de la dynamique Kodro, Agbeyome Kodjo, tient à remercier vivement les populations togolaises pour les suffrages exprimés en sa faveur. Il exprime sa gratitude à toutes celles et tous ceux qui l'ont soutenu durant tout ce processus électoral et dont la mobilisation ce jour le place en tête du scrutin. En effet, selon les chiffres qui nous parviennent des différents bureaux de vote, le candidat est largement en tête dans le Grand Lomé et dans la région maritime, et a réalisé de bons scores dans les autres régions du Togo. Toutefois, le scrutin a été émaillé de nombreuses irrégularités, notamment des opérations de bourrage dur, des bureaux de vote fictifs, des votes multiples, des procurations irrégulières, l'ouverture d'un registre DOMI dont les votants dépassent largement le nombre d'inscrits dans les bureaux de vote. Par ailleurs, les délégués du candidat Agbeyome Kodjo dans certains bureaux de vote ont été chassés, violentés et dépossédés de leurs motos. Le candidat de la dynamique, Monseigneur Kodjo, dénonce avec la plus grande vigueur ces violations flagrantes du code électoral et des normes sous-régionales. Plus grave, les domiciles du candidat Agbeyome Kodjo et de Monseigneur Kodjo ont été assiégés cet après-midi par les forces de la gendarmerie nationale pour des motifs inconnus. À cette heure, le siège n'a pas encore été levé chez Monseigneur Kodjo. Le candidat dénonce avec énergie cette pratique d'intimidation et de violation des dispositions du code électoral et prend à témoin l'opinion nationale et internationale. Il tient également à féliciter la communauté internationale pour sa vigilance vis-à-vis du scrutin de ce jour. Le candidat lance un appel solennel à tous les autres candidats et à tous les partis politiques, ainsi qu'aux organisations de la société civile engagées dans la lutte pour l'alternance démocratique, de rester mobilisés.
pour faire triompher la vérité des urnes afin de réaliser l'alternance en 2020. L'alternance, c'est 2020. L'alternance, c'est maintenant. Fête à Lomé le 22 février 2020. Docteur Messank Yomekoli. Je vous remercie. Je voudrais donc préciser que Philbert Sassoua Tissot est le coordinateur général de la campagne du candidat Agboumé Kodjo. Autour de la table, nous avons à gauche du candidat Madame Kafoui Brigitte Johnson Adjamagbo, qui est porte-parole du candidat. Ici, nous avons M. Sotel Dovi, qui est un soutien important du candidat. Il était candidat déjà lui-même au départ et il a désisté. Il s'est désisté en faveur du candidat Agboumé Kodjo. Nous avons de l'autre côté en blanc Oda Gamessou Pierre, qui était aussi candidat et qui s'est désisté en faveur du candidat Agboumé Kodjo. Et Thomas Nsoupo, qui a été l'un des soutiens les plus importants du candidat à Agboumé Kodjo, ainsi que Linus. Le président Linus. Oui, qui représente le président de la formation politique, Leni, de Gabriel Dossé. Je voudrais rappeler que, en résumé, comme on l'a dit tout à l'heure, Monseigneur Kodjo Philippe, qui est l'archevêque émérite de Lomé, est encore, on va dire, en résidence surveillée si ce n'est pas séquestré. Je voudrais rappeler qu'il a un peu plus de 90 ans. Il a été extrêmement épuisé tout au long de la campagne parce qu'il est à Paris presque à toutes les étapes de la campagne. Et à l'heure actuelle, il n'est pas libre de ses mouvements. Je voudrais aussi rappeler qu'à notre niveau, nous n'avons pas voulu ce soir balancer des chiffres, même si nous en disposons. Mais il y a une compilation assez importante de résultats et de procès-verbaux dans tout le pays que nous avons fait. Nous avons été largement au-delà de 60% de compilation à l'heure actuelle. Mais nous ne voulons pas balancer de chiffres ce soir. Nous voulons respecter le candidat président Agboumé Kodjo ayant joué des rôles importants dans ce pays. Nous n'avons pas voulu donner l'impression de contourner les institutions du pays. Nous voulons donc leur donner la chance, je ne veux pas dire de se racheter, mais en tout cas de s'arracher à l'industrie de la fraude qui est en cours dans tout le pays et de pouvoir, pour une fois tout au moins, annoncer des résultats qui soient proches de la réalité. Mais il se pourrait, puisque nous disposons de vos contacts et de vos mails, que dans les heures à venir, nous vous balancions des résultats qui seront confortés dans les prochaines heures éventuellement. Je voudrais aussi ajouter qu'on aura quelques questions. Les questions peuvent s'adresser. On va prendre au maximum une dizaine. On va prendre 3 fois 2 fois 3, et puis 4 après. Les questions peuvent être adressées directement au candidat prioritairement. Elles peuvent aussi être adressées à n'importe quelle personne autour de cette table. Chaque personne qui prend la parole se présente, donne le nom de son média et pose bien naturellement sa question. Merci. François. Oui, Radio France, bonsoir. Pensez-vous être en mesure de l'emporter dès le premier tour? Une question pertinente. Je pense que si Nassini corrige les irrégularités que nous dénonçons, il n'y a pas de raison, nous passons au premier tour. Ça veut dire qu'en priori, si la CENI, en fonction des résultats que nous avons actuellement, un deuxième tour n'est pas envisageable. Une autre question éventuelle. Ben, les colonnes sont bien, j'espère que l'exposé a été largement donc, assez clair. Oui. Ah, vous en avez C'est lié le mur de l'AFP. Du coup, concrètement, là, vous dénoncez des fraudes, mais le camp du pouvoir a également annoncé qu'ils étaient déjà en train de fêter une victoire imminente. Est-ce que Ils étaient en train de fêter une victoire imminente, apparemment, ils disent aussi de leur côté. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous répondez à cela, du coup? Qu'est-ce qui est en train de se passer de l'autre côté? Je crois que c'est une mauvaise blague. Et que Ford lui-même est conscient qu'il ne peut pas gagner dans cette élection-là de toute façon au premier tour. Et puis en fait, je pense que un de vos confrères a annoncé cet après-midi que en fait, vu les dénonciations de fraude qui ont émaillé dans ce scrutin, il est impossible au candidat sortant d'être élu dans son premier tour. Voilà. C'est-à-dire que dans la position où nous sommes aujourd'hui, si avec l'aide de nos populations, parce que nous, ce sont leurs suffrages qu'on est en train encore de voler, avec l'aide de la population de la communauté internationale, le président sortant et son gouvernement seront obligés de nous reconnaître que nous avons gagné dans son premier tour. Voilà.
vous dire qu'ils sont en train de préparer une mini-fête, je crois que c'est pour faire diversion parce que ce qui s'est passé, c'est un vecteur. Et concrètement, quel type de fraude vous craignez à l'heure actuelle qui soit en train de se passer? Non, je crois que le scrutin de toute façon a déjà eu lieu. Et nous avons du moins des preuves matérielles sur plusieurs types de fraudes. Des maisons qui n'ont pas été référencées au niveau donc, de la CENI comme étant des bureaux de vote. On a voté là, contre de l'argent. Mais hier nuit, on récupérait les cartes d'électeurs d'entiers de population contre donc, des kilos de riz. Donc les images sont là et les gens peuvent témoigner. Je vois quand même que donc, les gens sont en train de vaincre la peur. Hein, parce que d'une manière ou d'une autre, Ford lui-même et son gouvernement sont conscients qu'ils ont été laminés. Aujourd'hui, le taux de participation m'a rappelé donc ce que nous avons vécu en 1998, lorsqu'il y avait un duel entre le général Yadema et M. Jékri Solipio. Il y a un taux de participation très élevé. Et je dis, ça fait longtemps qu'au Togo ici, nous n'avons plus trouvé ou connu du moins un scrutin avec un tel taux de participation. Donc en fait, ils savent qu'ils ont été laminés. Hein? Bon, ils sont au pouvoir, ils sont en train de jouer un peu, mais dans tous les cas, en conscience, ils savent qu'ils n'ont pas gagné. Je voudrais aussi, en attendant de donner la parole sur la même question à d'autres personnes qui voudraient intervenir autour de la table, rappeler que normalement, les domiciles privés ne peuvent pas être des lieux de vote dans la loi, dans le code électoral au Togo. Et on a retrouvé, vous aussi sans doute autant que nous, des domiciles privés habités par des locataires qui ont été érigés en lieu de vote. Je voudrais aussi rappeler que selon les tendances que nous avons actuellement, même si nous nous gardons à la demande du candidat l'avancée des chiffres, nous sommes largement en avance, mais largement de chez largement, dans la région maritime, qui est la région la plus habitée du pays, et dans la région des plateaux. S'il y a un coup d'à-coude dans la région centrale, on s'est rendu aussi compte que dans la région de la savane, nous avons fait des scores excellents. Peut-être que dans la région de la Kara, qui est la région d'origine du chef de l'État, et comme les élections sont relativement quand même un peu, je ne vais pas dire tribalistes, mais ethniques au Togo, et comme dans la plupart des pays de la sous-région, on peut avoir un score relativement acceptable pour le président sortant. Je voudrais aussi rappeler pour finir que nous avons compilé en ce moment des images ainsi que de courtes vidéos dans beaucoup de bureaux de vote. Nous en avons quelques centaines en ce moment. Nous continuons de les rassembler et au moment venu, n'hésiterons pas à communiquer sur ça auprès de vous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a vos contacts. Je ne sais pas si sur la table il y a quelqu'un, notamment le directeur. Oui, je voudrais répondre un peu sur la première question. Alors, quand on connaît un peu la cartographie électorale, l'esquisse de la cartographie électorale du Togo, il y a le Grand Lomé, qui est un vivier d'électeurs. Il y a la région maritime, qui est un vivier d'électeurs. Il y a la région des plateaux, qui est également un grand vivier d'électeurs. Ça ne veut pas dire que les autres régions n'ont pas d'électeurs ou qu'elles sont négligeables. Mais, au vu des chiffres qui nous parviennent, nous sommes en tête dans le Grand Lomé, dans la région maritime, dans la région des plateaux, c'est Kif-Kif, et un peu vers le nord, c'est Kif-Kif. Donc, il est évident que si UNIR nous dit qu'elle fête une victoire au cours de ce scrutin, c'est une belle blague. Nous sommes en tête du scrutin. Nous ne voulons pas aller plus loin en disant que nous avons gagné au premier tour, mais une chose est certaine, c'est que nous sommes, le candidat Guillaume Ekodo est en tête du scrutin. Monsieur Sautet de vie. Voilà. Je voulais juste compléter dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, qu'un parti politique important, c'est-à-dire l'ANC, vient de sortir un communiqué aujourd'hui, vous l'avez lu certainement, qui place vraiment les deux partis PDD en tête, y compris UNIR. Donc il est impossible ce soir de dire que UNIR peut fêter la victoire, sachant que un grand parti, le LNC vient d'annoncer que les deux partis sont en tête. L'ANC, voilà. Le parti de Jean-Pierre Favre. Jean-Pierre Favre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions s'il vous plaît? Philippe a déjà pris la parole. Oui, vous déjà? Non, vous? Oui. Ah oui. Monsieur Abomey, vous avez dit que vous avez compilé les résultats. Vous allez vous présenter s'il vous plaît, juste nom, prénom et média. Votre frère pas ici le point. D'accord. Vous avez dit que vous avez compilé les résultats. Si lundi, puisque les résultats provisoires seront proclamés lundi, si lundi la CENI proclame autre chose par rapport à ce que vous avez compilé, qu'est-ce que vous allez faire?
j'imagine que la CENI ne peut pas se hasarder de publier autre chose différent du sentiment général qui traverse le pays aujourd'hui de la communauté internationale. Ce n'est pas possible. Je vous ai dit que je veux respecter les décisions de mon pays. Je ne veux pas anticiper sur quoi que ce soit. Mais sinon, je vous aurais invité donc, à un barbecue géant. Donc ici, ce soir, en fait, c'est de célébrer la victoire de la coalition de Monseigneur Kodjo. Je vais respecter les décisions de mon pays. Mais tu dis, la CENI ne peut pas. Mais si elle se hasardait, je suis sûr qu'elle aura la réponse de la part des populations. Et peut-être moi-même, je prendrai le devant. Bon, Madame, non, on va aller à... Madame Le Grave vous demande la parole. Oui, ma question était un peu similaire, simplement je vais peut-être la reformuler un petit peu. Dans la mesure, admettons que le Front National Unir annonce sa victoire dans les prochaines heures ou les prochains jours, quelles vont être les directives que vous allez donner à vos partisans, aux militants de la société civile et aux autres candidats de l'opposition? Je crois que si le président sortant annonçait une victoire improbable, je crois que les organisations de la société civile, comme toutes les formations politiques, de tout le monde réagiront. Et donc, nous allons demander à épuiser le droit de recours, mais je ne suis pas sûr que le fort commettrait une telle forfaiture. Il y en a déjà beaucoup donc, qui ont émaillé du monde sur le scrutin. Bon, il ne va pas en rajouter. Il va créer davantage donc, de problèmes dans le pays. Il y en a déjà, mais je crois qu'une crise politique de cette nature-là, je ne sais pas s'il pourrait en survivre. Oui. Merci. Quelle personne voit de la mer? Depuis le matin, vous appelez les Togolais à prendre leurs responsabilités en cas de faute. Ne pensez-vous pas que vous dirigerez le pays vers un 2005 bis? Un 2005 bis. C'est-à-dire la manière dont on a tué les Togolais en 2005. Avoir la manière dont vous appelez les gens à prendre leurs responsabilités. Vous avez dit, en cas de fraude, ils trouveront le peuple togolais, ils me trouveront sur le même. Vous savez, 2005 hein, elle rappelle beaucoup de choses. L'éruption subie de l'armée et directement dans la vie, comment je dirais, de la nation, imposer donc quelqu'un comme successeur sans respecter ce que dit la Constitution en matière de dévolution du pouvoir, ça fait beaucoup de dégâts en termes d'image pour le pays, en termes également de toute façon de perte en vie humaine. Et je crois quand même qu'il n'y a pas longtemps, au cours de cette campagne, Fort lui-même déplorait cela, et avant cela, donc ça n'a pas mis plus jamais cela. Un des ministres, donc, de l'ancien régime disait qu'on ne piétine pas les testicules d'un aveugle deux fois. Donc, ce que les Togolais ont lu, nous en avons tiré de beaucoup de leçons. Et je ne pense pas qu'en demandant aux Togolais, dans la situation difficile que nous traversons en ce moment, de défendre leur suffrage, je n'invite pas de toute façon l'armée à aller massacrer la population. Je crois qu'il faut nuancer les propos. Personne n'est content de toute façon de se savoir voler. Et donc, nous disons que pour ce scrutin, il est interdit de voler. Voilà, simplement ce que je dis. Je ne demande pas un affrontement. Ce qui s'est passé là, je crois quand même que pour imposer, du moins, le président sortant, qui prend timidement la situation de son père, du moins dans un environnement international du monde tendu, bon, je ne suis pas sûr si on lui proposait, s'il le répéterait. Je crois quand même que ça lui poserait quelques soucis. Une autre question, s'il vous plaît. Oui. Moi, c'est Kossi Ballard du journal de Confidential Report. Ma question, c'est de savoir, M. Agome, est-ce que vous avez actuellement la conviction que la vérité des yeux sera respectée? Est-ce que vous avez ce sentiment, cette conviction-là?
moi, j'ai la conviction que dans les semaines à venir, là, je dirigerai ce point. Même si la CENI ne vous proclame pas. C'est parce que l'hypothèse que la CENI, dans le pays des cas, n'organise pas un second tour entre le président sortant et moi, je dis je l'exclus. Oui, François. Oui, si vous êtes élu président, est-ce que vous allez proposer un poste à Faure Gnassingbé ou travailler en collaboration avec lui? Je crois qu'il est suffisamment fatigué. Il a quelques vacances. Voilà. C'est un fils quand même, hein, 15 ans. Là. Ah oui, parce que vraiment, je suis à sa place, donc je ne vais pas tenter de monter le 4e mandat. Je voudrais aussi rappeler que M. Agoumé Kodjoua était à la fois président de l'Assemblée nationale et Premier ministre. Est-ce que Il ne le savent pas. Et il sait très bien combien le pouvoir est usant. Et je crois que c'est assez sympathique plutôt d'accorder une vacance à son prédécesseur, François Gnassingbé. Je crois aussi en écoutant le candidat, puisque je m'occupe de sa communication, je crois que le candidat n'écarte pas la possibilité d'associer des gens du camp sortant, puisqu'ils vont sortir, donc du camp sortant à la gestion du pays dans les tout prochains jours. Absolument. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oh oui. Espoir Arbogan, Vox Africa. Je vais un peu revenir sur la question de la console Kailosol. Vous avez dit, vous avez un peu légèrement continué la question, mais je ne suis pas encore satisfait. Est-ce que vous allez appeler les Togolais à être dans la rue si votre hypothèse ne passait pas? C'est-à-dire que l'hypothèse sur laquelle Faure Gnassingbé ne serait pas programme président, ça reste une hypothèse. Alors si ça ne passait pas, est-ce que vous allez appeler les Togolais à sortir massivement pour manifester? Et nous savons la suite. Je crois que les menaces qui ont pesé sur Faure Gnassingbé après les événements de 2005 sont telles que si c'est la seule arme qui lui restait de se maintenir contre la volonté populaire, il ne l'utiliserait pas. C'est clair? Je reprends. Si mater les populations, violer les domiciles, au point où certains habitants inscrivent sur leur maison déjà frappée, sans compter le nombre de centaines de morts enregistrés. Enfin, de toute façon, il y a un conflit entre les chiffres des différentes commissions, donc d'enquête. Et l'ONU a tranché en disant que c'est 500. Bien que nous tous, nous savons que c'est bien au-delà de 500. Je dis bien, les menaces qui ont pesé donc, en termes de sanctions au niveau pénal, au niveau international, je dis bien, si c'est la seule arme qui lui restait donc pour conserver le pouvoir, il n'en ferait pas beaucoup. Je voudrais rappeler que l'ONU a annoncé qu'il y a eu au moins 500 morts. En français courant, ça signifie qu'il y a eu sans doute beaucoup plus que ça. La Ligue togolaise des droits de l'homme a annoncé au moins 2000 morts. Et la commission mise sur pied par le régime RPT uni, Kofigo, a annoncé 156 morts au moins. Mais pour nous, au niveau du candidat Agoumé Kodjoua, même s'il y a 2 morts, c'est déjà 2 de trop. Alors que les Togolais se sont battus pour vivre plus heureux dans un autre régime. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Oui. Marcel Agbessino, reporter Victoire FM. Voilà, ce soir nous avions appris comme tout le monde que votre maison a été séquestrée. Quelles sont les raisons qui sous-tendent cette séquestration? Première question. Deuxième question. Si on renverse la tendance et on vous convie au 2e tour, quelle sera vos réactions? Oui, nous avons été surpris. Ils étaient avec Mme Diamago et les autres étaient donc sur le terrain en train donc de nous ramener les PV. Et quand on est venu nous signaler que nous sommes séquestrés, d'abord même je crois qu'on avait appris pour Monseigneur, pour dire on s'est dit mais quelle est cette histoire-là? Et on cherchait les voies et moyens donc en tout cas d'intervenir pour la levée du siège chez lui. Quand on m'a dit que moi je suis séquestré. Donc il fallait de toute façon lutter pour nous deux. Donc
j'avais signalé déjà à certains milieux que Monseigneur Kodjo a été séquestré. J'étais obligé de revenir à nouveau pour dire que non, il n'est pas chrétien, et que moi-même qui plaidais de sa libération, donc moi aussi je suis dans le cas. Bon, ça a évolué, les résultats vous le connaissez, je crois que ça a été bien exposé. Les raisons, apparemment de toute façon, le journaliste est venu voir est-ce que l'officier de cette mission est venu me dire les raisons pour lesquelles j'ai été séquestré. J'ai dit non. Donc, ils sont venus donc à 17h et à 20h, ils se sont retrouvés. Vous dire maintenant que je sais les raisons pour lesquelles. Mais j'ai lu à travers les dépêches que le ministre de la Sécurité aurait dit qu'il y a quelques individus qui voulaient m'adresser, qu'on me protégeait. Et le directeur général de la gendarmerie dit que non, il semblerait que j'ai demandé au FOSEP de venir me dire, mais FOSEP, pendant les élections, ne m'a pas protégé. Alors qu'il y a eu des dépêches qui ont annoncé de toute façon des menaces sur ma vie, ainsi que celle de Monseigneur et de son directeur du cabinet. Ils n'ont rien fait. Et nous avons lu même dans la presse que le ministre de la Sécurité dit qu'on nous aurait proposé donc, des services de sécurité pour nous protéger et que c'est nous-mêmes qui avons déclaré notre gros mensonge. Et donc, les raisons, je ne connais pas, mais je crois que c'est lié au scrutin. Elles sont craignées de toute façon que devant moi, il y aurait une liste populaire qui manifesterait ceux qui ont porté le suffrage sur moi. Je n'en sais rien. Mais dis quand même que c'est un fait que nous avons subi et sans aucune explication. Et je crois quand même qu'un pays du monde dont la démocratie est en construction, un pays il y a quand même des principes. Non? On vient, on séquestre comme ça et puis on repart sans rien dire. Donc voilà. Mais maintenant, si on annonce de toute façon qu'il y a un deuxième tour, eh bien, je ne suis pas seul. Je suis donc entre Monseigneur Philippe Kodjo et également donc l'équipe de campagne, le team qui dit nous en aviserons ensemble. Je dois aussi rappeler que, comme on l'a dit tout à l'heure en début de conférence, l'ANC, qui est le parti des gens qui a subtilement reconnu, je ne veux pas dire la victoire, mais le placement en tête de Agbemé Kodjo. Quelqu'un posait la question de savoir si on allait appeler les populations dans la rue. Moi, je crois que ça va être notre dernier recours, parce que nous avons d'autres moyens, qu'ils soient diplomatiques, qu'ils soient des moyens de pression, des moyens de réseau, que nous allons d'abord épuiser. Et je pense que compte tenu des moyens qu'on a dans ce sens, ça va être difficile de les épuiser sans obtenir un résultat. Mais au cas où on n'obtiendra pas, on n'aura pas le choix que de demander aux populations bien évidemment de défendre avec nous leur une. Je dois aussi rappeler que pendant la séquestration qui a duré 3 heures, comme le disait le président tout à l'heure, il n'était permis à personne de venir dans la maison, ni à ses enfants, ni à ses proches. La voiture de Brigitte Adjamagbo était bloquée quelque part. Le président a envoyé son chauffeur faire des courses. À son retour, la voiture officielle du président en tant qu'ancien Premier ministre ne pouvait pas rentrer chez lui. Moi-même, j'ai passé une demi-heure à attendre, mais pour moi, ça ne posait pas vraiment de problème. C'est vrai que j'étais en treillis, c'était un peu suspect. Et donc, je voudrais aussi rappeler que dans l'entourage du président, nous avons répertorié 19 personnes, dont, notamment certains de ses enfants, des proches et collaborateurs, moi-même et d'autres, dont les numéros ainsi que les numéros du président sont occupés. Donc, au-delà du fait qu'il n'y a pas Internet, nos 4 SIM sont caduques jusqu'à ce que, éventuellement, le régime ne décide de nous redonner une parole. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. C'est bon. Une fois encore, merci beaucoup. Avant de donner la parole au directeur de campagne pour clôturer la conférence de presse, je voudrais vous rappeler que nous avons les contacts et à tout moment, au fur et à mesure des besoins et des circonstances, on pourrait vous balancer dans cette nuit, dans les jours à venir, des informations beaucoup plus précises. Merci. Voilà, merci monsieur le directeur de la communication. Monsieur, mesdames les journalistes, merci à vous d'être venus. Malgré que nous vous avons appelé à une heure assez tardive, merci beaucoup à vous. Nous allons travailler tout au long de ce processus et on vous appellera dès que besoin. Et donc, relayez de bonnes informations et nous comptons sur vous pour que les informations partent et qu'elles servent les intérêts des populations togolaises et de la communauté internationale. Je voudrais aussi dire que la liste de présence est revenue en circulation pour ceux qui n'ont pas mis le nom. Je voudrais rappeler qu'elle ne permet pas seulement de recevoir des informations, elle permet aussi de recevoir une invitation spéciale pour fêter la victoire du candidat dans les jours à venir. Donc ceux qui ont envie d'y participer, gardez à mettre le nom et le numéro exact. Merci. Nous sommes spéciaux de grands monsieur ici, donc avieux amateurs. Merci.
Quand le candidat est là, il parle.
Femme et